Ils étaient 23 au départ, ils sont maintenant 14 candidats retenus à mi-parcours du processus de sélection des candidatures à l'élection présidentielle de 2020. Une liste provisoire affichée ce samedi par la CENI en attendant que la Cour constitutionnelle statue et donne les résultats définitifs. Et puis, dans ce journal également, la réponse de l'entreprise COGEB face aux récriminations des riverains du canal du Moronaba, accusés de mal exécuter les travaux d'aménagement de l'ouvrage. COGEB se défend, vous entendrez les responsables de cette entreprise tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur BF1. Comme vous le savez, ils sont 14 candidats retenus provisoirement pour l'élection présidentielle de novembre prochain, et ce après l'arbitrage de la Commission électorale nationale indépendante. Une liste provisoire qui sera transmise à la Cour constitutionnelle pour une validation définitive, mais avant, elle a été officiellement affichée ce 10 octobre conformément à l'article 130 du Code électoral. Rémi Lambert-Nébier. En procédant à cet affichage de la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle du 22 novembre prochain, la CENI met en application les dispositions de l'article 130 du Code électoral. Cela ouvre également la voie à une autre étape du processus menant aux élections. Conformément aux dispositions de l'article 131 du Code électoral, les recours contre les candidatures sont portés devant le Conseil constitutionnel. À partir de cet instant, nous allons transmettre la liste des candidats provisoires au Conseil constitutionnel. Et conformément au Code électoral, le contentieux commence immédiatement et le Conseil constitutionnel, évidemment, apprécie par la suite par rapport à ses prérogatives. Devant la CENI, tout citoyen peut s'imprégner de la liste nominative des parrains de chacun des 14 candidats provisoires. Des parrainages invalidés, il y en a eu également. Certains ont vu effectivement ce nombre de parrainages invalidés. Les raisons, souvent? Tout simplement parce qu'il y en a qui ont fait double parrainage. Par exemple, un parrain a parrainé plusieurs candidats. Du point de vue de la loi, c'est un parrainage invalide. Il y a des parrainages, des parrains aussi qu'on n'a pas retrouvés dans la base de données des élus remis par le MATD et l'Assemblée nationale. Le candidat Zéphirin Diabré possède le plus grand nombre de parrainages avec 170 parrains, suivi de Edi Kongwero 129 parrains et Rochma Christian Kaboré 120 parrains. Les candidats Ambroise Farama et Abdoulaye Soma possèdent le plus petit nombre avec chacun 50 parrains retenus. Voilà 14 candidats donc dont les dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel, non pas la Cour constitutionnelle, mais plutôt le Conseil constitutionnel. La nuance et détail est importante. Nous poursuivons ce journal pour dire que le processus électoral en Côte d'Ivoire est plus que jamais incertain. Vous le savez, l'opposition appelle à la désobéissance civile contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Elle a organisé un grand meeting ce samedi dans un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer selon certains observateurs. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est un meeting qui a rassemblé plusieurs pontes de l'opposition ivoirienne. Henri Konan Bédié était là du PDCI-RDA, Afin Guessan du FPI aussi. Ils sont nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny qui sont allés dire non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara et pour lancer officiellement la campagne de boycott des élections, pas de boycott, de désobéissance civile de l'élection présidentielle à venir. Retour au Burkina Faso. Nous parlons encore d'élections et vous savez que dans les états-majors des partis politiques, l'heure est au choix des candidats aux différentes élections, surtout aux législatives au niveau de l'UPC. Le processus entraîne quelques frustrations et puis aussi des démissions. La dernière en date au niveau de l'UPC, c'est la démission de Nathanaël Ouedraogo qui démissionne du parti. C'est une des têtes fortes, l'une des pontes de l'Union pour le progrès et le changement, surtout dans la région du centre. Nathanaël Ouedraogo a décidé de quitter le parti parce que peut-être il ne serait pas sur la liste des candidats retenus pour les législatives. Nous allons écouter maintenant l'explication que donne Zéphirin Diabré face à cette démission. C'était en marge des deuxièmes journées parlementaires du groupe parlementaire de l'UPC. On écoute Zéphirin Diabré.
Oui, c'est possible si quelqu'un n'a pas été retenu ou a été battu démocratiquement par une primaire et qu'il pense que peut-être qu'il n'a plus rien à gagner. Il peut être amené effectivement à avoir ce genre de comportement. Ce n'est pas uniquement à l'UPC qu'on a ça. On a ça aussi ailleurs. Donc c'est un phénomène qu'il faut comprendre, que l'on regrette, puisque pour nous, si tu as perdu, tu dois te préparer pour revenir la prochaine fois et remporter. Il fut un temps où, en 2000, des années passées, le président du parti et le bureau politique, d'une certaine manière, désignaient les gens. Mais les partis aussi évoluent avec leurs règles internes. Et surtout les jeunes, là, aujourd'hui, ils poussent fort pour imposer que la démocratie prévale. Et c'est ce qui s'est passé dans certains endroits où vous voyez ces résultats-là. Et vous connaissez bien les personnes qui ont été élues par la base. Et nous restons encore dans la fièvre électorale. À un peu plus d'un mois des élections générales, le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, tient la deuxième phase de son programme d'appui au processus électoral sous le thème « Jeunes et femmes, engageons-nous pour bâtir le FASO ». Il s'agit d'outiller plusieurs acteurs des partis politiques, des associations et de la société civile sur les enjeux des scrutins à venir. Kader Kondo, surtout Justin Dabiré. 50 jeunes et 50 femmes bénéficient de la phase 2 du programme d'appui au processus électoral PAPE. Au cours de cette rencontre organisée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, les participants vont échanger sur plusieurs thèmes en lien avec le processus électoral. Et ces thèmes sont, entre autres, les stratégies électorales, le leadership jeunes et femmes, les techniques de communication politique. Il y a aussi la pensée systémique, qui est un module aussi assez intéressant, qui consiste à identifier les problèmes et à formuler des solutions pour ces problèmes-là. Et il y a aussi, bien entendu, des thèmes autour du cadre juridique des élections. Mais avant cela, on a fait un thème introductif, parce que vous savez que notre pays entre dans un cycle électoral. Bien, nous sommes dans une période pré-campagne, et très bientôt, nous rentrons dans une période de campagne. Et donc, le but aussi de ces formations est de travailler avec justement ces acteurs politiques et de la société civile pour des élections apaisées. Des militants de partis politiques et des candidats indépendants prennent part à cette rencontre. Le CGD attend que chacun de ses participants s'approprie les thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre afin de parvenir à des élections transparentes, crédibles et apaisées au Burkina Faso. Que ces modules-là puissent servir à tout un chacun. Et pour ceux qui sont militants à la base, nous voudrions que ces personnes qui bénéficient de ces formations-là puissent être aptes à accompagner les équipes de campagne au niveau de leurs partis respectifs. Voilà, donc le but n'est pas uniquement de capaciter les candidats, mais il s'agit aussi des capacités des militants à la base qui, somme toute, seront utiles à leur parti politique dans le cadre justement de ce processus électoral. Ce renforcement de capacité du CGD est une initiative bien appréciée par les participants pour qui cette rencontre est une occasion d'enrichir leurs connaissances et se faire un avant-goût des élections à venir. Le message qu'il faut retenir ici, c'est le climat apaisé qui est souhaité. Nous sommes en veille des élections. Aussi, de comprendre comment ils nous ont outillés par rapport aux forces et aux faiblesses. Il faut connaître vraiment les forces et les faiblesses de l'adversaire pour pouvoir au moins aborder ta campagne. Il faut un budget de la campagne. Il faut une très bonne équipe, une équipe très très efficace pour battre la campagne. Voilà, il faut aussi étudier le terrain de l'électorat. Il faut étudier les votants, savoir leurs attentes. En plus de la région des Hauts-Bassins, 3 autres régions, à savoir la Boucle du Monde, les Cascades et le Sud-Ouest vont également bénéficier du programme d'appui au processus électoral PAPE. Le projet est financé par l'Union européenne, la coopération suisse, l'ambassade du Danemark et de la Suède avec la coordination technique de l'ONG Diaconia. Ces élections de 2020 marquent 60 ans d'électoralisme au Burkina Faso, comme un peu partout en Afrique francophone de l'Ouest d'ailleurs. L'occasion pour le CEDAIP de mener des réflexions, notamment un panel sur le bilan et les perspectives des 6 décennies de cet exercice démocratique, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du 6e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Archimède Boy. 60 ans d'électoralisme, bilan et perspective pour le peuple burkinabé. C'est le thème développé par le professeur Mamadi Sawadogo et le docteur Abdul Karim Saïdou. Dans cette salle, ils animent un panel
entrant dans le cadre des activités commémoratives de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Si les élections sont un moment de mise en concurrence des idées et des programmes politiques, le docteur Abdoul Karim Saïdou constate qu'au Burkina Faso, les programmes des formations politiques ne sont pas différenciés du point de vue idéologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez la majorité et l'opposition, il est extrêmement difficile sur des questions fondamentales telles que l'accès à l'eau, l'accès à la santé, la politique étrangère. Vous voyez que la politique étrangère est quasiment absente du débat politique au Burkina Faso. Et ça, c'est un reproche que nous faisons également à nous autres enseignants, chercheurs, aux médias, etc. La politique étrangère est insuffisamment abordée dans le débat public au Burkina Faso, y compris dans les débats électoraux. Le professeur Mamadi Sawadogo, lui, fait remarquer l'emprise de l'argent sur le jeu électoral. Une situation qui biaise, selon lui, la compétition et fait la part belle à une classe de privilégiés. Alors, c'est tout cela qui engendre et encourage la méfiance à l'égard du système électoral dans notre pays. Et les gens ont le sentiment que finalement, il s'agit d'un jeu qui implique des spécialistes, des habitués. Selon le professeur Mamadi Sawadogo, l'insurrection populaire a contribué pour beaucoup à un changement de mentalité et un renforcement de la veille citoyenne. Elle nous a permis de dénoncer l'emprise des mœurs politiques d'accaparement des ressources nationales par une minorité installée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la question minière, la question foncière sont des questions emblématiques. Ce sont ces acquis que le CEDAIP veut contribuer à maintenir dans l'esprit des Burkinabés en initiant ce panel, première d'une série d'activités pour célébrer l'an 6 de l'insurrection populaire. Demain, dimanche 11 octobre 2020, le monde entier commémore la journée internationale de la jeune fille. Au Burkina Faso, l'ONG Plan International a choisi de mener des réflexions sur le harcèlement des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Comment assurer la sécurité et la liberté de la jeune fille en ligne? Voilà la question à laquelle il fallait répondre. Madina Sino. Sur 14 000 jeunes filles interrogées dans 22 pays du monde, 58% ont fait l'objet de harcèlement sur les réseaux sociaux, selon Plan International Burkina. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeune fille, Bernadette Bama rappelle que le harcèlement est une réalité au Burkina Faso. En plus du problème de l'accès des filles à l'Internet et aux réseaux sociaux, un autre phénomène nous frappe, nous les filles qui utilisons les réseaux sociaux. Les filles qui arrivent à y avoir accès rencontrent beaucoup de problèmes. Je veux parler des abus, de la violence et du harcèlement en ligne. Peut-être que vous vous dites que ça n'existe pas ici au Burkina Faso, ou peut-être que vous vous dites que ce n'est pas si grave. Et pourtant, ces violences-là, même si elles se passent dans le monde virtuel, est une violence bien réelle. Je veux parler des commentaires blessants, des photos pornographiques qu'on reçoit en inbox, ou des personnes qui utilisent des faux profils avec de mauvaises intentions. C'est vrai que les filles n'en parlent pas, mais ça arrive à beaucoup d'entre nous. Internet présente aussi bien des avantages que des inconvénients, selon le ministre en charge du développement de l'économie numérique. Pour minimiser les dégâts, Adja Fatima Tawatara préconise le réseautage. C'est comme toute révolution, que ce soit numérique, industrielle, il y a du bon dedans, mais bien sûr, il faut prendre des précautions. Tout ce que je peux dire rapidement aux jeunes filles, c'est d'évoluer en réseautage. Seul, c'est difficile. Il est important de profiter de l'expérience des autres. Ça évite vraiment les dérives. En commémorant la 9e journée internationale de la jeune fille, Plan International Burkina entend amorcer une réflexion sur la liberté et la sécurité de la jeune fille en ligne. En cette édition de 2020, notre organisation s'est saisie d'un thème important et jusqu'à présent très peu abordé. La liberté
et la sécurité en ligne pour les filles. La question de la liberté et de la sécurité en ligne est une question transversale qui implique non seulement les spécialistes du numérique, mais aussi les acteurs de l'éducation, de la sécurité, de la justice, de la communication, ainsi que de la société civile, nous les parents, les jeunes filles elles-mêmes. Donc c'est vraiment un sujet pour tout le monde. L'ensemble de la société est interpellée sur la nécessité de permettre aux filles d'utiliser Internet en toute sécurité, en toute responsabilité et en toute liberté. La journée internationale de la jeune fille, commémorée chaque 11 octobre, se tiendra cette année à Kupela. Plusieurs activités, dont des panels, des conférences, débats et une kermesse, marqueront cette journée. Venons-en à présent à cette guéguerre entre les riverains du canal du Moronaba et l'entreprise COGEB concernant les travaux d'aménagement de l'ouvrage. Vous avez pu le voir sur nos antennes. Les riverains du canal du Moronaba pointent du doigt l'entreprise COGEB accusée de mal exécuter les travaux. Eh bien, nous vous proposons ce soir la réaction de COGEB. L'entreprise se défend, affirmant qu'elle a bien rempli sa part du contrat. Rémi Lambert-Nébier. C'est bâclé. On dit franchement, c'est bâclé. Nous voici là où les fossés s'arrêtent. Des fossés étroits. Et du coup, toute la rue est en train de se dégrader. Là, il disait que le canal devait arriver jusqu'au long pour rejoindre l'autre canal qui descend un peu devant chez nous. Bon, mais notre grande surprise, le canal est petit et puis ils ne sont pas partis loin. Donc s'ils pouvaient essayer de, en tout cas, revoir leur travail, on n'est pas content. En ces termes, les riverains du canal du Moronaba exprimaient leur insatisfaction quant aux travaux de construction de ce canal. L'entreprise en charge des travaux est principalement indexée. Interpellée, la société COGEB fait une mise au point. Elle dit avoir rempli totalement sa part de contrat. De linéaire qui a été réalisé, qui a été exécuté, c'est le caniveau suivant des normes et suivant le cahier de charge. Donc il n'y a plus rien à faire sur ces travaux. Les travaux auxquels ils ont fait allusion ont été réalisés selon notre cahier de charge. Donc les travaux qui sont ici, là où nous sommes présentement, sont terminés depuis 2 ans. Et ça respecte effectivement le cahier de charge que nous avons suivi avec le maître d'ouvrage. Une mise au point qui soulève une fois de plus les moyens financiers mis réellement à la disposition des entreprises en charge de l'exécution des ouvrages publics ainsi que la qualité des études de faisabilité. Les populations riveraines du quartier Sissin évoquent également des travaux de restauration qui se font toujours attendre. Notre contrat nulle part ne stipule de réaliser les puits pour les riverains. Et aussi, le terrain de football, moi je ne sais pas, bon, nous sommes venus commencer les travaux ici, mais nous n'avons pas trouvé vraiment un terrain de football ici. C'était une zone inhabitable que nous sommes venus aménager. Bon, ce sont des revendications à eux, mais qui ne concernent pas vraiment notre contrat. Quant aux travaux de terrassement qui n'étaient pas encore achevés jusqu'à une date récente, l'entreprise évoque la saison pluvieuse comme raison principale. C'est également à son tour d'interpeller les riverains quant à l'action anthropique aux abords du canal. Aux abords du canal, vous allez constater qu'il y a des dégradations, il y a des ravinements. Ces ravinements sont liés essentiellement aux femmes, aux enfants qui viennent creuser pour extraire le sable. Et comme vous allez le constater aussi, c'est une zone où la nappe est superficielle. Donc du coup, 12 mois sur 12 mois, il y a des eaux, des remontées d'eau. Et avec ces femmes, ces enfants qui viennent creuser ce sable, ça a un impact négatif sur la sécurité de ces ouvrages. Donc c'est un ouvrage qu'il faut que et la population et tout le monde vraiment contribuent à sécuriser.
La construction du canal du Moronaba est en phase de finition. Il ne resterait que l'éclairage, selon l'entreprise Cogeb, qui dit avoir fait face à la crise sanitaire qui a plombé le déroulement des travaux. Elle avait soulevé un tollé général, surtout au sein des organisations de la société civile, lors de sa ratification. La cession de l'exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya à la société Sitaraï continue de provoquer des protestations. Cette fois-ci, c'est le consortium Burkina 2050 qui monte au créneau. Il dénonce une fois de plus les anomalies profondes contenues dans ce contrat de cession au groupe français Bolloré. Les détails, Solange Kaboré, Achmed Boy. La concession de la gestion du chemin de fer Abidjan-Kaya à Sitaraï est un échec sur tous les plans, selon le groupe Consortium Burkina 2050. Surexploitation, tarification exorbitante des services, autant de mots qui minent le réseau ferroviaire au Burkina Faso. Une gestion qui comporte plusieurs dysfonctionnements. La gestion actuelle, elle est mauvaise. Depuis la convention initiale, le monsieur n'a pas respecté les clauses. Or, les clauses suspensives et de la convention initiale et de la convention révisée prévoyaient qu'au-delà d'un délai donné, s'il ne respecte pas les clauses, qu'on suspende. Donc, pourquoi on ne suspend pas après 25 ans? On aurait dû suspendre même après la première, parce qu'il avait plus de 5 milliards de dettes. Donc lui, il s'enrichit et l'État s'appauvrit. L'idée n'est pas d'avoir un chemin de fer pour avoir un chemin de fer, c'est avoir de l'argent. Donc s'il ne paye pas, il faut suspendre et lancer un appel d'offres international, recruter quelqu'un de meilleur, qui est professionnel du domaine et qui peut vraiment gérer plus correctement. D'une durée de 15 ans au départ, la convention initiale d'affermage a été prorogée pour atteindre 35 ans, avec une durée additionnelle de 18 ans. Cela équivaut à la cession de l'exploitation du réseau ferroviaire à Sitaraï pour une durée de 53 ans, sans aucun résultat financier concret, selon Consortium Burkina 2050. Ce qu'il a mis là, c'est 262 milliards qu'il a promis. Au niveau du Burkina, ici, il y a des gens qui investissent plus que ça. Il suffisait de leur donner la possibilité. Si on demandait à des privés nationaux de rassembler les 262 milliards, on trouverait des gens pour investir et on n'aurait pas besoin d'aller chercher Bolloré pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait. Le Bénin a interrompu le contrat avec Bolloré. Le Niger a interrompu avec Bolloré. Ils ne sont pas morts. Nous aussi, on peut le faire. Mais il faut se préparer à assumer tout ce que cela comporte comme responsabilité et puis effort afin de faire mieux. À l'état actuel, la cohérence de la convention revisée avec les lois et les politiques de développement du Burkina Faso n'est pas toujours effective, tant au niveau économique que dans la création d'emplois. Pour l'effectif, il était prévu 815 agents burkinabés contre 1000 agents ivoiriens. Mais on s'est rendu compte que c'était l'inverse. Quand ils licencient, ils recrutent un Ivoirien pour le faire remplacer. C'est ainsi qu'on a géré la situation aux dernières élections de 2014 jusqu'à nos jours. Et ils ont tout fait pour maintenir ce cap-là au détriment des travailleurs burkinabés. Aujourd'hui, nous sommes à peine 400. Je me demande si on atteint même 400 employeurs contre 1200. Il faut remettre les pendules à l'heure. Pour remédier à cette situation, Consortium Burkina 2050 fait des suggestions. Ce sont entre autres l'apurement du passif social de Sitaraï par le paiement effectif des pénalités imposées par l'État burkinabé et l'élaboration d'un programme de développement du trafic ferroviaire pour le développement du Burkina Faso. Les associations de consommateurs burkinabés formées par l'ARCEP, un atelier censé permettre à ces dernières de mieux connaître l'environnement politique, économique et institutionnel des communications électroniques au Burkina Faso. Le point de Majid Bakouna. Pour promouvoir ses attributs, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP joue la carte de la formation. Une formation au profit des associations des consommateurs. Durant 3 jours,
Les participants au nombre de 54 seront informés et sensibilisés sur les enjeux des communications électroniques. L'atelier vise à donner le maximum d'informations aux membres des associations des consommateurs concernant le fonctionnement du secteur, les rôles des différents acteurs du secteur et comment ces associations peuvent interagir avec les différents membres, effectivement, des acteurs de l'écosystème du numérique. Je vais parler de l'ARCEP, je vais parler des opérateurs. De nos jours, les consommateurs subissent de nombreuses peines de la part des téléphonies mobiles, selon le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Cette rencontre est donc l'occasion pour ces structures associatives de connaître les activités que l'ARCEP mène avec les compagnies de téléphonie mobile. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que les plaintes sont nombreuses de la part donc, des consommateurs à l'endroit des opérateurs de téléphonie mobile. Et je crois que ça, c'est un grand pas en avant pour qu'ensemble, on essaie de voir sous quel angle on peut réduire un tant soit peu les difficultés liées donc, à l'exploitation, sinon à la communication de façon générale au niveau du Burkina. La gouvernance du secteur des communications électroniques, la gestion de la clientèle et la qualité des services de communication électronique sont des modules au centre des échanges. En collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement et avec l'appui du Japon, la Commission nationale de lutte contre les armes légères promeut le rôle du genre dans le contrôle des armes de petit calibre, une autre vision de la recherche de la paix qui a fait l'objet d'un atelier en début de semaine. Justin Monto y était. Inclusion dans la lutte contre l'insécurité. C'est une approche privilégiée à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. En collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement et avec l'appui du Japon, la Commission entend promouvoir le rôle du genre dans le contrôle des armes légères et de petit calibre. La question de la sécurité a toujours été au centre des préoccupations des autorités du Burkina. L'inclusion s'impose pour permettre la prise en compte de tous les acteurs dans l'examen de ce fléau de prolifération et de circulation illicite des armes à feu. L'égalité des sexes à la prise en compte d'une perspective genre dans les initiatives de résolution de conflits et de consolidation de la paix représente une précondition incontournable. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, souligne cet aspect et précise le rôle important que jouent les femmes pour la paix et la reconstruction des pays. La prolifération des armes légères, source d'insécurité en Afrique, doit être combattue par tous les acteurs aspirant au développement et à la paix. Cet atelier cadre donc avec cette initiative phare de l'Union africaine, placée sous le thème « Faire taire des armes, créer des conditions propices pour le développement de l'Afrique ». Il s'agit pour nous désormais de nous questionner sur les causes profondes des conflits et surtout sur les mécanismes de leur alimentation à partir de la prolifération des armes à feu, afin d'y apporter des solutions innovantes qui relativisent la solution militaire en l'assortissant de mesures relevant d'autres registres, notamment le registre du développement. Le genre, dans le contrôle et la circulation illicite des armes à feu, c'est le thème qui réunit autorités, forces de sécurité et organisations de la société civile pour 2 jours de réflexion. Le ministre de l'Économie et des Finances en visite dans les services de son département de la région de la Boucle du Moun. Lassane Kaboré est allé notamment féliciter ses collaborateurs pour le travail abattu, mais aussi les inviter à faire preuve d'intégrité et d'esprit d'équipe pour des résultats encore meilleurs. Majid Bakoua. Un face-à-face entre le ministre de l'Économie et des Finances et les responsables des services déconcentrés de son département de la région de la Boucle du Moun. Lassane Kaboré est allé féliciter ses collaborateurs de cette région pour les progrès réalisés en dépit du contexte sécuritaire et les inviter à promouvoir l'intégrité et l'esprit d'équipe en vue de l'atteinte des objectifs assignés au département. Vous savez que nous manipulons beaucoup de ressources et j'invite chaque fois mes collaborateurs à l'intégrité et bien sûr à la rigueur, de ne pas confondre les ressources publiques avec leurs propres ressources. Et c'est un message nécessaire parce que si nous ne le faisons pas,
nous pouvons souvent arriver à des dérives et qui font que malheureusement, certains de nos collaborateurs se retrouvent souvent épinglés et bien sûr dans des difficultés et sont souvent emprisonnés. Donc c'est d'abord ce message, mais aussi un message d'encouragement. Parce que malgré cette adversité dans cette région, je l'ai dit, la Boucle du Mouhoun fait partie des régions où le défi sécuritaire est suffisamment élevé. Et certaines zones, nos collaborateurs qui y sont obligés de s'adapter par rapport à la situation sur le terrain. Et je suis venu aussi les encourager à maintenir leur présence. Cette rencontre a été l'occasion pour ces acteurs de solliciter l'appui de leur ministre de tutelle afin d'améliorer leurs conditions de travail. Oui, nous avons énuméré un certain nombre de préoccupations qui sont au niveau de la région. Entre autres, il y a les locaux qui sont assez anciens. Voilà. Il y a les ressources qui ne sont pas toujours suffisantes pour pouvoir mener les activités. Il y a la question sécuritaire qui ne permet pas une très grande mobilité dans la région. Il y a également les poignées roulants qui ne sont pas toujours disponibles et en nombre suffisant. Donc, en marge de cette rencontre, la SANEC Kaboré et sa délégation ont visité un marché financé par l'OPADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Une infrastructure constituée d'un hall de 88 places, de 24 boutiques, de latrines et d'un bâtiment administratif. Environ 123 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de cette infrastructure qui devra permettre de renforcer l'économie locale de la région. Et pour terminer, sachez que le mois d'octobre sera désormais le mois du consommé local dans les États membres de l'UEMOA. Un concept initié par le Burkina Faso et lancé officiellement en milieu de semaine par le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, John William Somda. Mois d'octobre, mois de consommer local au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Initié à la suite d'un appel lancé par le Burkina Faso en octobre 2019, le consommer local de la zone UEMOA a été officiellement lancé ce 6 octobre par le président de la commission de l'UEMOA. Ainsi, en ce mois d'octobre 2020, il sera question pour les populations de la zone de mettre en valeur les produits du cru. Un nouveau concept dont l'initiative est louée et expliquée par le président de la commission de l'UEMOA. L'initiative est de créer un espace de dialogue entre les consommateurs et les producteurs locaux, une des conditions de la promotion de l'économie locale. À cet effet, les ministres en charge du commerce de l'ensemble des 8 États de l'Union se sont engagés à prendre toutes les dispositions utiles pour promouvoir la consommation des produits locaux et ceux de l'espace UEMOA pendant le mois d'octobre de chaque année. Durant cette période, il s'agira dans un premier temps d'accroître la compétitivité des entreprises de la zone et dans un second temps d'impliquer les différentes parties prenantes, producteurs, transformateurs, transporteurs et responsables qualité. Au Burkina Faso, les politiques se sont déjà appropriés le concept et le font savoir à chaque occasion. Le président du Faso donne l'exemple. C'est en ce sens que le port du Faso d'Afani est devenu la norme vestimentaire au Burkina Faso. Il n'y a plus de gêne pour le citoyen burkinabé à porter cette tenue traditionnelle, fruit du travail de nombreux artisans, en particulier les femmes. La conséquence est qu'une industrie florisante existe autour du vêtement Faso d'Afani. Et pour conforter cette embellie, le ministère a mis à la disposition des associations de femmes plus de 2000 métiers à tisser. Aussi, des actions de certification et de protection des marques sont en cours et ont déjà porté sur le Faso d'Afani, le chapeau de Saponé, pour ne citer que cela. Le lancement officiel du mois du consommé local a été l'occasion pour certains entrepreneurs privés burkinabés d'exposer et de présenter leurs produits au président de la commission, au ministre du commerce du Burkina Faso et aux divers invités. Si d'autres éditions doivent suivre la première, le président de la commission n'a pas manqué de souligner les objectifs visés par le concept du consommé local. L'ambition de l'Union est de faire de ce concept du mois du consommé local une réalité bien au-delà d'une simple manifestation promotionnelle d'une durée d'1 mois. Vous venez de le dire. Notre ambition est de promouvoir une culture de consommation localisée, focalisée sur ce que nous produisons à l'effet de contribuer de façon significative à relever le défi de nos échanges communautaires et à assurer l'approfondissement du marché commun de l'Union. À travers le consommé local, les ministres et la commission de l'UEMOA veulent donner un signal fort pour un changement de comportement au niveau de la sous-région.
Dans la vision de la commission de l'UEMOA, ce concept ne devrait pas se limiter sur un mois, mais sur la durée. Toute chose qui pourrait permettre une pérennisation de la consommation des produits du cru. Voilà, et c'est ici que nous nous séparons, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve demain à 19h30 pour le 7 Info. Merci et à demain.